Vous pouvez nous approcher. Il n'y a que de bonnes places. Soyez très à l'aise. Donc, je reviens sur la politique ici parce que dans quelques projets que vous ferez, ça reste intéressant. J'avais le plaisir d'être dans une cérémonie de pelleté de terre récemment pour un nouveau bâtiment et je rencontrais une ministre du gouvernement provincial, puis je la félicitais pour l'adoption de cette politique-là. Elle m'a regardé avec un sourire hyper malicieux et elle m'a dit: Et là, vous allez me dire qu'on devrait s'en servir? J'ai dit: Drette ça. Vous avez tout compris, Madame la ministre. Euh, je vais juste vous énumérer les clés de succès. Après ça, Stéphane, non, tu restes là. Si tu as quoi intervenir sur ce que je vais dire tantôt, tu ne gênes pas. Parce qu'on a dans la salle Stéphane Danjou, qui est propriétaire d'une entreprise de revêtement extérieur, qui a un tuile 3R qui est annoncé comme étant le présentateur de cette petite conférence d'aujourd'hui. Alors, je reviens à la politique d'architecture. Maryse Leduc, j'entendais à commencer à peu près avec le même thème, la bonne définition des besoins dans votre chantier de rénovation extérieure ou intérieure. La définition des besoins, c'est quoi? Les faux besoins, les vrais besoins, c'est intéressant. Moi-même, des fois, j'ai passé à côté de la plaque, particulièrement récemment. Bon, mais enfin. Non, mais c'est cocasse. Quelqu'un te dit: Bon, André, voudrais-tu venir visiter? On veut acheter quelle maison? Juste pour le couple, je dis: Oui. Et là, je vais visiter la maison. Un désastre, mur à mur. Tout était un désastre. La structure, les revêtements, c'était d'une mocheté sans nom. Mais là, j'ai dit: Monsieur Chose, vous connaissant assez, savoir dans votre maison actuelle à quel point votre niveau d'exigence est là, je ne comprends pas que vous vouliez acheter cette maison-là. Ça n'a pas de sens. Et c'est un bout de temps après que j'ai compris: écoute, il y en a au moins 10 qui étaient prêts à acheter cette maison-là. Puis nous autres, dans notre rang, on ne veut pas avoir de ces 10-là qui veulent acheter la maison. Donc, on veut contrôler notre voisinage. C'est pour ça qu'on veut acheter la maison. Je ne l'avais pas détecté, ça. Il ne me l'avait pas dit non plus, mais je ne l'avais pas détecté. Il voulait acheter la maison, sûrement pas pour y vivre, mais pour contrôler le voisinage. Bon. Euh, un échéancier suffisant. Quand tu n'as pas l'échéancier qu'il faut pour faire le projet, le budget en phase avec les ambitions de qualité. J'ai eu un projet à faire avec une entreprise de scénographie qui avait pas justement travaillé sur le projet de Céline Dion à Las Vegas pour le Caesars Palace. Et puis, il y avait un budget de 60 millions. Moi, 60 millions pour me débrouiller. Mais, mais dans les exigences de Céline, il y en allait pour 90. Et on a fait un projet de 60 millions, mais il a fallu faire les coupures du début jusqu'à la fin. Après ça, le processus efficace, comment on fait l'appel d'offres, la constitution d'une meilleure équipe, où est notre maillon qui fait, et puis une revue post-mortem. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Là, je vais attendre comment fonctionne la manette. Non, c'est pas avec la manette, c'est avec l'ordinateur. Fais juste appuyer Avancer que reculer. Avancer. appuyer sur espace. Yeah. Ah, elle est forte, hein? T'as vu la technique qui, moi, là, on n'a pas de secret. 13h30, on est pas mal dans le temps pour commencer. On va essayer d'être dans le temps pour finir. Ce sujet-là, des revêtements extérieurs, on pourrait en parler très, 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 très longuement. Puis j'ai choisi de ne pas vous en parler. Ben, je pense de la manière dont vous vous attendez que je vais en parler. Parce que ce sera plat. Oh ben. Alors, mon premier réflexe, ça a été c'est les gens qui vont venir dans la salle, ils ne me croiront pas. Ils vont vouloir aller voir sur les internets. Excusez, j'utilise toujours cette expression des internets, là. Euh, et puis, ils vont vouloir aller voir toutes sortes d'affaires qui se disent sur les internets à propos des revêtements extérieurs. En passant dans les fiches techniques de la GCR, vous allez trouver de l'information sur les revêtements extérieurs, mais sur le contrôle de l'humidité, l'eau qui rentre dans le mur, etc. Alors,
qu'est-ce qu'on trouve sur les internets par rapport au revêtement extérieur? Il y a un style d'architecture qu'on trouve plus particulièrement, puis je m'en plains pas, c'est charmant. Euh, j'ai nommé le style farmhouse avec les panneaux et les languettes qui font un très beau revêtement assez allégé. Alors, dans les revêtements extérieurs, là, j'ai donné souvent des formations parce que j'avais des boîtes d'échantillons de se calmer un peu depuis, j'en amène moins, là, mais euh, on a des matières biosourcées, c'est-à-dire qui sont du règne végétal, puis qui sont plus renouvelables, qui, au niveau écologique, sont tout à fait corrects. Il y a des substances minérales aussi, des agglomérés plus massifs. Il y a différents types de matières. Et selon la matière qu'on a, ben, ça va changer beaucoup le soin qu'on peut en prendre. Bon, je vois des chaises, vous vous installez. Les usages plus intenses versus les usages plus résidentiels. Je pense qu'il faut faire la part des choses là-dedans aussi. Après ça, la résistance au polluants, il y a X années, j'ai mis un triplex dans l'est de Montréal, des enfants aux études et tout ça, ça permet de... Combien de fois je suis allé laver les vitres là, puis je me rendais... Il y avait une poussière, on était sur la rue Viau, là, c'est une rue passante, mais quand même. Mais la poussière noire qu'on ramassait tout le temps, c'était impressionnant. Donc, c'est sûr que si vous avez choisi un revêtement extérieur hyper texturé, hyper pâle, dans un environnement comme ça, vous allez avoir un entretien de nettoyage à faire. Après ça, la résistance au polluant, l'humidité, à l'impact, je veux dire à l'impact, là, les vélos qui s'accrochent sur le mur, puis on a des fois des polystyrènes plus ou moins rigides sur lesquels on a des enduits texturés. Puis en passant, qui est assez familier ou qui regarde beaucoup les revues européennes en architecture, une petite main ou deux, hein? Souvent, on va voir des enduits style stucco dans les revêtements des projets en Europe. C'est très différent de ce qu'on a ici. C'est des enduits qui sont pas comme nos enduits acryliques, qui n'ont pas les mêmes, sont encore plus plastiques, si vous voulez, qui n'ont pas la même nécessité des joints d'expansion qu'on peut avoir ici. Après ça, les milieux de construction, on y pensait moins avant, mais là, on commence à y penser au feu de forêt. Donc, comment un feu de l'extérieur va faire que votre chez vous va cramer en criambine plutôt qu'avec un délai qu'il peut donner le temps en cas incendie, selon qu'on est boisé ou pas, selon qu'on est exposé au vent ou pas. Dans notre désir du Centre national de la recherche hier, là, on a vu là, comment ils faisaient des tests de pluie poussée par le vent avec des souffleries et des jets d'eau. C'était intéressant. Puis, quand j'ai écrit euh, où est le milieu de construction, juste donner un exemple. Maison en milieu rural, là, sur le haut d'une colline, là, je parle pas des Rocheuses, là, je parle des Appalaches ou des Laurentides, là, des collines comme ça. Parfois, il peut venter tellement que, imaginez que vous avez un pignon comme ça, là, j'ai pas de flip chart, là, mais imaginez que c'est pas dur, que vous avez un pignon comme ça, puis la corniche ici, là, qui a un soffit ventilé, là, mais si la pluie poussée par le vent est comme ça, l'eau rentre dans le soffit, ça peut couler jusque dans la maison. Alors que dans un environnement de banlieue plus habituel, on n'aura pas ce problème-là. Les coûts des revêtements extérieurs aussi, on va en parler un petit peu, j'ai quelques tableaux résumés, mais selon ce que vous faites vous-même ou vous le faites faire, le prix de votre main-d'œuvre, ça va changer énormément la facture globale. C'est pas rare qu'on va vous parler d'un revêtement de toit qui n'est pas cher, qui est 1,45 du pied carré, mais quand tu as ajouté comme il faut toutes les moulures que ça prend pour les fêtières, pour les prix remontent très rapidement. Qu'est-ce que tu dirais de ça, Stéphane, toi? Le prix des moulures par rapport à tuile toit, par rapport à ce que vous vendez, c'est une composante importante? Oui, ça représente environ 10 à 15%. C'est pas beaucoup en pourcentage. Euh,
bon, quel est l'entretien requis? La résistance au feu de l'extérieur. En passant, on en entend moins parler, mais on a eu des incendies en chantier, euh, alors que le bois n'est pas protégé en aucune façon. Ben, les bâtiments sont tellement proches. C'est arrivé à Boisbriand il y a une vingtaine d'années. Les bâtiments étaient tellement proches l'un de l'autre qu'un premier bâtiment commence à brûler, puis ça s'en va en cascade. Il y en a plein d'autres qui brûlent, tellement ça se transmet facilement. La réglementation en vigueur, j'ai dit particulièrement au niveau municipal, parce qu'au niveau provincial, dans le cas du bâtiment, c'est toute la pénétration de l'eau, de l'humidité, puis le contrôle de cette eau-là qui est cité. Dans le cas d'une municipalité, ça peut être assez aléatoire, puis des fois même surprenant. Je suis presque au test, là. Puis c'est qu'il y a des règlements municipaux qui, dans certains quartiers, qui sont des quartiers, entre guillemets, de promoteurs, ben, les promoteurs ont imposé certaines règles. Alors, j'ai vu un texte de promoteur qui dit, pour éviter la monotonie et l'ennui, il devra avoir sur le toit, au minimum, aux 15 pieds, des lucarnes. Ça n'a pas de bon sens, là. On ne peut pas écrire des affaires de même. Euh, surtout, surtout, ça vieillit mal, parce que là, la mode des liqueurs n'a pas ça, là. C'est pas ça qui est au bout du jour. Puis hein? Euh, les modes, méfiez-vous de ça. Comme architecte, je peux vous dire que je vais prendre l'exemple aujourd'hui. Si vous ne mettez pas du gris à quelque part sur un projet ou du blanc à 95%, vous n'êtes pas en mode. J'en parle, c'est pas drôle, là. Dans un jury pour donner des prix d'architecture, je faisais partie d'un jury pour donner des prix d'architecture en Belgique. La Belgique, pour ceux qui le connaissent un peu, c'est un pays de la brique, de la belle brique, des jeux de briques, etc. Là, on avait un jury, à mon sens, dont certains membres du jury étaient là. Alors, puis comment ça fonctionne, un jury, là, souvent, c'est qu'il y a des panneaux sur les murs, puis là, on regarde, puis là, on regarde les projets qu'on veut sauver. Mes architectes les plus grands bureaux reconnus internationalement, on était en Belgique. Tout ce qui avait de la brique rouge, c'était out. Puis tout ce qui avait du blanc puis du gris, ça, il le retenait. Ça, c'est il y a déjà quelques années. Le directeur général de cette association-là, vous avez dit, habituellement, on reçoit, c'était aux 2 ans, habituellement, on reçoit notre jury dans un bâtiment qui est une édition précédente, mais cette année, les projets d'il y a 2 ans sont déjà tellement déglingués que c'était pas présentable pour s'amener là. Vraiment, c'était incroyable comme déclaration, je trouve. Alors, c'est sûr que dans le revêtement extérieur, un des messages que je pense qu'il faut mentionner, c'est qu'au-delà essayer de faire abstraction des modes un peu, même si, encore une fois, le blanc et le gris, là, c'est super hot aujourd'hui. Là. Il y a même de la brique peinture en gris dans l'autre grande salle. C'est pas moche, là, c'est correct, c'est limité, mais c'est vous dire, quand on est rendu à peinturer de la brique en gris, que on veut se mettre au goût du jour. Mais je le vois dans un projet que je sais, que j'ai fait, à quel point. Imaginez que je présente, ça m'est arrivé, là, et je dois être à contrario un peu des fois. Ça se peut-tu? Hein? Je suis TQ architecte. TQ architecte, là, je présente un projet pour une caisse populaire, Desjardins. Puis là, ils voulaient, eux autres, avoir du verre absolument. Bien, je dis, il n'y aura pas de verre parce que si on met du verre, c'est sûr que ça va passer d'air vite, 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 puis que vous allez vous empanner vite, vite, vite. Fait que j'ai proposé du bleu. Il y avait du budget là, pour faire le rénovation caisse. Ils ont acheté de bleu, que X années après, ils m'ont dit à quel point ils n'avaient jamais regretté de ne pas avoir pris la première idée qui était du verre. Une autre anecdote de mode et de couleur, parce que je suis vieux, mais des anecdotes, j'en ai pas mal.
je vais rénover une chapelle à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Ça, dans mon coin, c'est le gros hôpital du secteur. Et c'est une chapelle qui datait du début des années 60, assez charmante, puis on avait à rénover ça. Et là, l'aumônier de nous dire, en tout cas, toutes les couleurs que vous voudrez, mais pas du vert. Pourquoi pas du vert? Ben, il dit, moi, j'ai grandi à Kings Falls. Kings Falls, c'est la ville de Cascade, puis les usines sont toutes en vert. Donc, il dit, je veux pas que ma chapelle me rappelle les usines de Kings Falls. Non pas qu'il était mort, non. Alors, là, on va sûrement aller voir bon, le but de la présentation, faire des meilleurs choix, puis une architecture appropriée, HDD, qui c'est qui va me dire qu'est-ce que je veux dire par HDD? Vous allez tout marquer ça dans votre main pour vous en rappeler, parce que ça, si votre projet est achevé, je ne vais pas dire HP, HFD, si HFD, il n'est pas pire. Mais ce n'est pas ça qui est au goût du jour, parce que ce qui est au goût du jour, c'est un ou l'autre, c'est-à-dire un projet soit harmonieux, où ce qu'on a le design poussé à l'extrême, là, et puis peut-être des fois les réclamations poussées à l'extrême aussi dans la suite des projets. Alors, soit que le projet est harmonieux, d'autres fois, on veut qu'il soit fonctionnel. Puis quand que les gens s'adressent à nous, on peut s'amuser à détecter un peu qui est quoi là-dedans. C'est quoi qui l'intéresse. Dans des conférences, comme si je voyais régulièrement les couples, quand c'était les couples, se donner des petits coups de coule. « Hey, ça c'est toi, ça c'est toi, c'est toi. » Le D, la durabilité. OK? Alors, quand on a fait un projet qui a minimalement de l'allure, qui est minimalement présentable, fonctionnel. Quand je dis fonctionnel, là, je me rappelle dans une tournée de maison solaire qu'on avait faite à un moment donné, il y a quelqu'un qui était bien fier de nous dire que lui, là, il avait tout fait pour lui-même. Puis que tout était super efficace. Le corridor principal de la maison doit avoir 6 pieds de large. Ça aurait pu être une école. Mais il y avait des quais carrés là-dedans, perdus, ça se peut pas. Alors, harmonieux, fonctionnel, avec le juste dimensionnement, puis la durabilité. Puis aujourd'hui, ben, dans durabilité, on ajouterait une certaine sobriété, une certaine... Non pas que je suis un fan des mini-maisons, hein, si c'est ça que le mot sobriété vous évoque, parce que souvent, la mini-maison, elle est sous-dimensionnée, puis de toute façon, on doit l'ajuster, on doit l'agrandir après. Donc, c'est pas vraiment ce que je veux dire par là, mais sobriété dans les effets, sobriété dans l'allure générale. Puis là, je vais revenir à un effet de mode qui, ça, me rejoint plus par rapport à ce que je vous ai mentionné tantôt, tout l'aspect farmhouse. Ben, on a là-dedans des fois des grands volumes, un grand volume simple que vous allez articuler de l'intérieur, que vous allez jazzer de l'intérieur, est un gage de succès beaucoup plus qu'un volume trop articulé de l'extérieur, qui a trop de raccords mur-toit, qui a trop de toutes sortes de bébelles. Mais je vous dis, là, par rapport au concepteur que vous engagerez ou que vous ferez vous-même, quand on présente un projet, même un projet de maison qui est relativement simple, c'est pas séduisant. Les gens, ils s'attendent à avoir une élévation, je ne vous dis pas victorienne, là, pas de bédelle, pas de dentelle, mais souvent les gens s'attendent à avoir quelque chose de plus jazzé, plus articulé. Puis à l'entretien, ben, puis à l'efficacité énergétique, souvent aussi, c'est pas intéressant. Un petit mot d'introduction sur l'effet tablette. Il y a des modes dans les formes, dans les matériaux, il y a des formes. Une des tendances, c'est, vous l'avez sûrement remarqué, là, dans des bâtiments plus contemporains, on a des fenêtres qui pourraient être des grandes fenêtres, mais au lieu de les laisser en grandes fenêtres, on les divise. Je n'ai pas de flip chart, fait que il faut que je prenne mes mains et que je dessine avec mes mains. Hein. On les divise pour faire une ligne horizontale. Bien le fun, là, mais la ligne horizontale, elle n'ajoute rien. Puis, d'autant qu'elle ajoute des accumulations de neige potentielles. La petite neige sèche, c'est pas ça qui pose problème. Mais la neige bouillante du mois de mars, là, ça sur les tablettes, c'est pas intéressant. Alors,
Donc, évitez ça. Puis encore une fois, ce sera peut-être dans des bâtiments que vous allez acheter, que vous allez rénover. Alors, là, ici, c'est tiré de Réno Assistance. Réno Assistance, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un organisme qui, au départ, proposait ses services pour aider les gens dans les appels d'offres. Ça a été acheté depuis par Desjardins. Donc, c'est maintenant une filiale de Desjardins. Alors, j'ai pas de... As-tu un pointeur avec ça? Non, ça, c'est juste le projecteur. Ça, c'est juste le projecteur. Ça, non, ça n'a pas rapport. Bref, on n'a pas... Oui, avec ça, peut-être. Non, là, ça marche pas. Alors, je vais pointer du mieux que je peux. Vous avez... On a le board and batten ici, là, le panneau et la languette, et puis... C'est ça. C'est pas long. Bon, ça va me rallonger le doigt, ce truc. Ben, voyez ici, là, le toit qui va déverser en plus sur le coin de la fenêtre. Vous allez mettre une gouttière, là, vous allez mettre du scellant, ça va être à recommencer année après année. Excusez. Bien, Quand je le prendrai ma tête tantôt, puis si j'y pense pas, vous me le direz. Alors, quand on a un toit qui arrive le long d'un mur, ce qu'on peut faire, c'est, puis on l'a fait, on triche le toit un peu, on remonte le revêtement juste de 3/4 de pouce pour diriger les eaux au moins à un pied du mur. On ne veut pas mouiller le mur. En passant, si comme moi, vous êtes un... Moi, j'aime les parapluies beaucoup, beaucoup. Fait que quand il y a une petite pluie tranquille, pas trop de vent, je m'amuse à aller prendre des marches. Faites ça en ville. Vous allez voir tout le mouillage, ce qu'on appelle le mouillage des murs. Ça, c'est tellement instructif sur les faiblesses qu'on peut rencontrer dans nos bâtiments. Alors, cette maison, que je connais pas intimement, là, par ailleurs charmante, un peu plus, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remis les joints entre les panneaux parce qu'on a probablement du 8 pieds. On essaierait de ne pas faire autant, peut-être de varier un peu plus. Puis en haut de la fenêtre, on pourrait faire peut-être un autre revêtement. Mais dans tous les cas, si vous avez de ce revêtement de ce type-là, il faut penser qu'il y aura à l'entretenir un peu. J'ai encore à la maison trois formats d'échelle. Une échelle plus petite, une échelle moyenne, puis une échelle plus grande pour accéder. Dans le temps, on avait une grange à la maison pour accéder. Puis l'échelle plus grande est assez grande, mais tellement pesante que je ne suis pas capable d'amener dessus. Alors, au niveau de l'entretien, là, les hauteurs, pensez-y. Est-ce que vous en avez du revêtement comme ça, Stéphane? Alors, le monsieur qui est là, le grand monsieur avec un écharpe en arrière, s'il dit qu'il y en a, mais c'est parce qu'il y en a. Et puis, c'est un revêtement métallique, puis tu ne vas pas l'avoir en imitation de bois non plus. Hein? Bon. Ça, c'est important parce que les revêtements métalliques, ça peut être extrêmement intéressant dans bien des circonstances. Malheureusement, les designers de fini de bois dans le revêtement métallique, il y a des revêtements qui sont raisonnablement acceptables. Il y en a d'autres qui ont l'air carrément d'un dessin des Flintstones. Ça veut dire quelque chose, ça, les Flintstones? Avec un gros design de bois. Pas beau, pas en tout. Puis là, quand tu dis que le bâtiment, le revêtement est garanti 50 ans, tu pleures. Je vais voir ça, t'es dans... il y a rien. Alors, autre affaire sur les internets ici, j'ai la hauteur que je vais vous faire remarquer. Dans les points intéressants, j'ai le fascia qui est métallique, parce que le fascia, c'est la partie en gris là, qui est comme ça. Ce revêtement-là, ben, c'est la partie qui s'use le plus quand c'est en bois. Je vais vous en montrer tantôt. Et la poutre, telle qu'elle est installée là, vous êtes aussi bien d'avoir des pics à pigeons. Hein? Parce que si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, là, il y a une ligne de fiancre en bas, là, c'est clair et net que ça va arriver. Alors, on essaye, parce que là, c'est la mode, là, les fausses poutres à l'extérieur. Là, hein? Tu as une horizontale, une verticale, puis deux obliques. Là.
Puis des fois, c'est fait quasiment en papier mâché, là, tellement que ça a l'air cheapo, c'est plus proche. Alors, c'est ici, qu'est-ce qu'on a que je veux me faire remarquer aussi? Je pense que c'est une photo est pas mal. Désolé. Puis là, au moins, je peux pointer, c'est plus bas. Ça en est du rebêchement métallique ici. Et puis, on a une fausse pierre, évidemment. On le voit par la suspension ici. On a une fausse pierre. Mais au moins, ça tourne le coin. Ça, c'est pas intéressant. Mais à chaque fois que vous avez une tablette comme ça, il faut y penser. Qu'est-ce qui se passe? La maçonnerie, elle, ce secteur-là a moins de chances de rétrécir. Et la charpente en bois, elle, va refouler. D'autre part, ce que je vais vous faire remarquer, c'est ça ici. On va le voir un petit peu plus maintenant. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Moi, je le vois très clairement, là. La tôle qui est pliée et les petits clous ici, là. Tout, tout. C'est moins chic un peu. Fait que plus sain, plus sobre vous serez, ou votre projet, vous, je ne sais pas, là, vous avez bien droit de ne pas être sobre si vous voulez. Mais c'est sûr que ça va aider de ne pas avoir de détails trop complexes. Il y a plein de beaux détails en architecture qui se font, mais en bois, pas en recouvrement d'aluminium. Juste de faire cette nuance-ci. Alors, corniche ou pas, évidemment, dans le style contemporain, on ne veut pas de corniche. Alors, on court au désastre, c'est compliqué, là, dans des affaires de même. La présentation d'avant, il disait des malfaçons, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Là. Pas moi, j'aime mieux qu'il n'y en ait pas. J'aimerais mieux qu'il y en ait le moins possible. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? On n'a pas de corniche, puis on a, imaginez, là, l'entièreté de l'eau qui va se déverser de là. Il y a une gouttière en haut, mais tous ces toits-là, il y a des chances. En passant, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a des gouttières qui existent de plus gros format que les gouttières standards. Puis des fois, on a besoin de ça. Après ça, ben, même chose. La maçonnerie qu'on a ici, on peut penser que c'est une maçonnerie qui a d'épaisseur, mais quand on voit le coin comme ça veut dire qu'il faut que la maçonnerie, si c'est une maçonnerie de 3 pouces d'épaisseur, il faut qu'il y ait des cornières qui soient fixées après la charpente en bois. Quand la charpente en bois va continuer de refouler, ben, c'est sûr que ça va craquer là et là. Bref, perfectible. Et puis, vous voyez, les déversements d'eau qu'on va avoir ici, par là, ils vont arriver sur ce toit-là. Perfectible. Alors, ça look simple, mais ça va générer des affaires pas simples à régler. Alors, je l'ai appelé complexité. Là, j'ai tiré d'un site Internet parce que je vous ai dit que j'irais voir sur les Internets. C'est ce que j'ai fait. En passant, je pense que c'est la première conférence que je donne où je vais voir autant sur les Internets. Parce qu'habituellement, j'aime savoir de quoi je parle. Fait que c'est mon vécu. Et puis sur les Internets, ben, très souvent, il y a des choses rapportées, puis même des émissions sur la construction durable. Des fois, les chroniqueurs nous relatent tout ce qu'ils ont trouvé sur Internet. Oh, zéro vécu. Je trouve pas que c'est intéressant. Dans le cas ici, vous voyez la concentration des choses. Puis imaginez, parce que j'ai fait cette erreur-là aussi déjà, je ne suis pas plus fin qu'un autre, mais quand c'est le cas d'installer une échelle pour aller entretenir le haut-là, il y a des nacelles, on peut louer des nacelles en autant qu'on peut installer la nacelle à quelque part puis que l'aménagement paysager n'est pas trop complexe. Dans les points très, très, très positifs de ça, et la petite galerie ici en arrière, de la façon dont elle est installée, elle n'a pas plus que 23 pouces de dégagement, de sorte que je ne suis pas obligé d'y mettre des garde-corps, de un. Deuxième aspect très positif, la voie de circulation n'est pas au milieu de la galerie, elle est sur le côté, ce qui donne la place à mettre une table et des chaises. Alors, je trouve ça quand même intéressant de façon générale, mais il faut simplifier, sinon vous n'aimerez pas le party de peinture. Bon, la sobriété, c'est une affaire. Là, c'est peut-être un petit peu de radin. Alors, c'est sur les internets, relief revêtement qui montre comment le revêtement est intéressant. Ce dont je ne doute pas,
personnellement, j'avais peut-être mis un encadré à la fenêtre, en tout cas, quelque chose. Puis dans le recueil de fiches techniques de la GCR, vous allez voir comment, prenez le temps d'aller voir comment il faut faire les solins. Parce que, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il rentre de l'eau en arrière d'un revêtement? Ben oui, quand il vente, quand il peut fort. C'est elle la bonne réponse, pas toi, là. Oui, oui, c'est ça. Mais non, non, absolument. C'est normal qu'il rentre de l'eau derrière un revêtement. Si vous avez un revêtement vertical, je ne sais pas le revêtement, Stéphane, de vertical, s'il est assez étanche, mais si c'est un revêtement de bois, planche et baguette, c'est le pire revêtement pour l'infiltration d'eau. Il va rentrer de l'eau. En passant, dans ce petit recueil, il est même question des villes où c'est nécessaire de mettre des doubles forenses. Et puis, il y a une série de villes qui est énumérée où on dit ce sont des villes tellement exposées à l'humidité, ça sera peut-être bon que tu vois ça. Ce sont des villes tellement exposées qu'il faut que le forensage soit fait comme il faut. Mettons que vous voulez mettre de la planche verticale. En quel sens qu'il faut mettre les fourrures en arrière, d'après vous? Vertical. Donc, puis quand vous avez mis les fourrures horizontales, puis que l'eau rentre en arrière, est-ce que les fourrures horizontales permettent à l'eau de s'évacuer? Ben non. Alors, à une époque, on mettait les fourrures à 45 pour que l'eau s'évacue dans le bas. Et puis aujourd'hui, ben, on va demander d'un cas comme ça double forensage, c'est-à-dire une comme ça, puis une autre en arrière comme ça, de sorte que l'eau va toujours pouvoir s'évacuer en bas. En bas du revêtement, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on met une forens pour barrer la circulation d'air en bas? Qu'est-ce qu'on met quand on part notre mur, là, on a dit qu'on avait deux double forensage, mais qu'est-ce que je mets avec quoi je pars en bas? Un moulure anti-rongeau. Qu'est-ce que c'est? Anti-rongeur. Et Anti-rongeau, absolument. Qu'est-ce que vous attendez par double forensage? Dit qu'on met un parapluie. C'est-à-dire qu'il y a toujours le Tyvek, là, ou l'écran parapluie. Puis après ça, ben, il y aurait, si on veut mettre du bois à la verticale, il y aurait une fourrure dans les deux sens. OK. Comme ça. Puis là, on part avec le. Et je me sers de. Je pense que j'ai des bras aujourd'hui. Je serais. C'est la diagonale température mise ou c'est des vieilles techniques? Je vous dirais qu'au chantier, là, il n'y a pas un entrepreneur qui aime ça poser à 45. Mais j'aime autant vous dire, prévoyez pas ça. Donc, un petit encadré ici, là, ça fait pas de tort, puis on ne voit pas où est l'évacuation de. Normalement, on devrait voir ici un interstice à quelque part au solinage qui permet l'évacuation de l'eau. Parce que ce que je vous disais en ouverture tantôt, c'est poussé par le vent, là, l'eau peut rentrer même par les sulfites. Je n'ai pas fini ce saut-là des fois, Audi. Ici, je vois avant, c'est vite. Avant, après. Alors, c'est intéressant. Ça aussi, c'est tiré d'un site Internet, là. OK? J'ai fait une bonne recherche, hein? Puis là, on a un bungalow ici qui visiblement a été en briques avec probablement à vue de nez de 185 à peu près. Je ne connais pas les genres. Puis là, il y a eu un ajout, une volumétrie par-dessus. Puis remarquez ici, là, on avait de la brique. Puis là, on n'a plus de briques. Ça faisait qu'on l'a débriquelé parce qu'on la trouvait passée de mode. On a changé les portes, les fenêtres, je veux bien. Mais ici, et si je savais jouer au piano, vous auriez un petit air certain, un petit air. Alors, voyez ici, on avait un revêtement vertical. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une tablette, on a un petit bout de revêtement vertical. Est-ce que ça, c'est mieux que ça? Pas sûr, pas sûr pantoute. Alors, de nous exprimer avant, après, là, en tout cas, les têtes en rond, je peux comprendre qu'on ait enlevé ça, là, ici, puis au-dessus du garage. Mais la volumétrie, ouf, on fixe. C'est ça. Puis, j'ai vraiment travaillé souvent pour éviter qu'on change de matériaux sur un coin.
OK? De sorte que quand on a un coin, on tourne le coin. Alors, ici, vous voyez, dans un petit coin, là, j'ai 4 matériaux. 1, 2, 3, 4. C'est Quand on peut faire autrement, j'aime mieux qu'on tourne le coin, parce que les revêtements extérieurs, on va parler de, on parle de différents aspects, mais il faut exprimer aussi à quel point ça concourt à l'architecture du bâtiment. C'est pas, il y a une fonction au revêtement extérieur, c'est certain, mais il n'y a pas que ça. Hmm. Idem pour le bord d'Andaton qu'on a guéri en horizontal à côté. Vous feriez quoi? André. Ah, ça, je l'ai mis juste pour exprimer à quel point il y en a qui font attention aux descentes de gouttières, puis qui ont. En tout cas, moi, je trouve que l'agencement, les couleurs est impeccable, là. Je vais en profiter pour souligner qu'ici, ils n'ont pas mis aucun cadrage et qu'ils ont mis un scellant par-dessus le revêtement. On ne veut pas que l'eau rentre, c'est certain, mais on peut faire autrement que de sceller. Moi, j'appelle ça beurrer par-dessus le revêtement comme ça. Mais là, ce que je voulais souligner, c'est la couleur de la gouttière, absolument agencée au revêtement. Ici, bon, on l'a marqué différemment. Je trouvais important de le mentionner parce que il y a tellement de pompes thermiques qui s'installent aujourd'hui, puis il n'y a pas personne, j'en suis témoin, j'en ai pas vu qui veulent dissimuler les conduits de fréon. J'en ai fait installer chez nous, puis j'avais prévu des endroits, puis il a fallu que j'argumente un peu pour pas avoir ça n'importe comment, parce que il aurait pu mettre la même couleur, je pense. Après ça, juste à titre indicatif, j'ai mis quelques prix pour que vous puissiez comparer. Le bois torréfié, vous pouvez l'oublier, là, ça existe à peu près plus. Ça, c'est tiré de Renault Assistance. Le revêtement d'acier, 25 pièces. Puis je veux t'entendre là-dessus, Stéphane. Un peu cher. C'est un peu cher, hein? Même pour tuile poirière, c'est un peu cher. Puis tuile poirière, c'est pas un produit, on va en voir tantôt, hein? On va en voir tantôt. C'est pas un produit bas de gamme, là, pas en tout. Mais c'est intéressant parce que contrairement à d'autres produits, j'ai pas les scellants, j'ai pas de scellants installés. Le vinyle, c'est moins cher. Il n'y a pas de honte à recouvrir une maison de vinyle. Comme j'en ai vu, des fois des maisons en bois, des maisons patrimoniales même. C'est sûr que ça serait plus beau que la maison soit restaurée plutôt que de mettre du vinyle. Mais au moins, si vous mettez du vinyle, vous empêchez la détérioration de continuer à se dégrader. Dans le sens d'une protection, c'est pas forcément un mauvais choix. Est-ce que c'est le choix le plus durable? Certainement pas, parce qu'au froid, c'est assez fragile. Même la maçonnerie, imaginez la Société d'habitation du Québec, ça vous dit quelque chose? On va en parler brièvement plus loin, mais dans son guide technique, la Société d'habitation du Québec écrivait d'éviter la maçonnerie. Pourquoi? On leur a écrit, il dit on, je parle de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec. On leur a écrit pour savoir, là, dans notre patelin, ils vont rénover un HLM qui date d'une cinquantaine d'années. Ils vont changer les coups planchers, les armoires, les fenêtres, ils vont changer à peu près tout, sauf la brique qui est en bon état puis qui reste là encore. Fait que ça coûte cher en passant. Ces rénovations-là, là, c'est 250 000 $ ça porte à peu près. Donc là, vous avez des prix pour comparer. Pourquoi j'ai dit que le bois torréfié existe à peu près plus? C'est qu'il y a eu un marasme dans l'industrie du bois torréfié. Puis pour des manques techniques, ça ne remplissait pas ses promesses. Donc, on en voit de moins en moins. Le fibrociment, ça peut être intéressant. Mon expérience n'a pas été bonne. Une expérience pas bonne, c'est une chose quand la garantie est honorée. Quand la garantie n'est pas honorée, on ne veut plus en entendre parler. C'est ce qui nous est arrivé malheureusement sur un projet qui nous tenait à cœur beaucoup. Alors, ça commençait à cloquer. Est-ce que vous connaissez les tuiles d'amiante-ciment qu'on avait dans les années 40-50? Les tuiles d'amiante-ciment,
avait cette particularité que pour que la teinture tienne sur ces produits-là, il fallait que ce soit appliqué sur le produit humide. Et ça, c'est contre-intuitif. On est habitué de teindre un produit, un bois sec, après que le soleil est passé, puis, ben, etc. Mais je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé avec le bois, le fibrociment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a des techniques qui sont des fois contre-intuitives, oui. Il ne parlait pas du bois, simplement le barbeau de sel, puis le... On va en voir tantôt. Ok. J'en parle. Il y a du bardeau de vinyle qui imite le bardeau de sel. Merci de me le faire, de me le souligner, parce que c'est un matériau, on va en voir en fin des discours, c'est un matériau que j'aime beaucoup. Personnellement, j'en ai posé chez moi, j'en ai posé dans bien des projets que j'ai faits aussi. J'adore ça. Mais au prix qu'on doit payer la main-d'œuvre de construction, c'est pas toujours possible partout. Là, c'est pas de mes projets tellement que je présente aujourd'hui. Si ça était, là, c'est sûr que vous en verriez parce que j'aime beaucoup le bardeau de sel. Puis le bardeau de sel, contrairement à la planche verticale, le vent, la pluie passe pas à travers. Ah non? Ben non, parce que tu as 3 épaisseurs de bardeau. En gros, là, ton bardeau, il y a 16 pouces. Je connais mon classique. Ton bardeau, il y a 16 pouces. Et puis le bureau est à peu près de 5 pouces, de sorte que tu interromps les joints, l'eau passe pas à travers. 40 piastres le pied carré, la Rosa. 40 en Suisse, ce n'est pas quoi, je vais. Cèdre blanc. Le Mébec, ce genre? De cèdre blanc, j'en ai... Il y a du bardeau de cèdre qui se vend ici par section De 32 pouces. de 32 pouces, encollé avec attaché avec une. Ça, c'est de Mébec, justement. Mébec. Revêtement de bois. Qu'est-ce qui a été selon mon expérience, c'est ça. Qu'est-ce qui a été son pire ennemi? Ça a été l'abrasion par le vent. Ça, je en ai parlé avec le propriétaire de l'entreprise déjà, puis il a tout à fait souscrit à mon observation, contrairement à d'autres qui disaient non, 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 c'est pas bien. J'ai servi pour 2 clients. Dans les 2 cas, c'était des gens à l'aise. Dans les 2 cas, c'était le mur au vent qui finissait par être abrasé. La teinture partait. Dans les 2 cas, ils m'ont dit, André, faisant pas un drame, là, on est capable de se payer un 4 litres de teinture. Oui, c'est ça. Le bois, c'est intéressant, mais quand on le peint, il faut le repeindre. On va en voir tantôt aussi. Et du verre d'eau de cèdre et des teintures et tout un verre. Les durées de vie, encore une fois, à titre indicatif, je vais vous en montrer plus loin. Là. Le vinyle 40 ans, là, il ne dure pas 40 ans s'il est tout croqué puis il est tout bossé. Ça dépend, dans tous les cas, ça dépend vraiment de l'entretien. Même la maçonnerie, si vous avez des déversements d'eau dessus, ça va s'user plus vite. C'est pas fait pour ça. Le contrôle de l'eau, de fluide, d'une part, par rapport au revêtement. D'autre part, on va le dire, ou à quelque part certains, qu'il faut laisser entre le revêtement et le sol un 8 pouces, 10 pouces. Qu'est-ce que vous faites si Michel Rousseau, qui est dans l'autre salle, va vraiment que je l'apostrophe là-dessus, là, sur les aménagements paysagers? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez fait venir quelqu'un à l'aménagement paysager et que lui, il n'aime pas ça, 8 pouces de fondation, qu'il vous a fait une belle boîte à végétaux là, qui renterre la brique en bas de 10 pouces, là? Ben, c'est pas grand, c'est de la brique, ça pourrit pas. Mais en arrière du mur de brique, c'est un mur de bois. Hein? Puis il y a des chantefleurs dans le bas de la brique qui est supposé de sortir. Là. Mais pensez que j'exagère? Je l'ai vu dans des bâtisses que j'ai faites en plus. Dans mon patelin, il a fallu que j'aille. Dans un cas, c'était l'hôtel de ville, dans la place où j'avais mon bureau. Il a fallu que je suis rentré. Francine, c'est parce que la boîte à fleurs, là, ça marche pas, là. Ah oui, mais ils ont fait ça de même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore Renault Assistance comme crédit de photo. Qu'est-ce que vous remarquez là? Alors là, on est dans des sites Internet qui parlent de différents revêtements extérieurs. Ici, on nous parle de la maçonnerie. Photos en même temps. Qu'est-ce que vous retenez? Soyez là. Il y a une tablette qui sert à rien, là.
Bon, il y a la tablette là. Merci de me le dire. Je ne l'aurais pas souligné, là, je la voyais passer, là. Mais quand on a des tablettes de fenêtre, on essaye de ne pas les interrompre par un joint de mortier. C'est même proscrit complètement. On met du mortier en dessous, puis par-dessus, on met un scellant, un gros scellant pas toujours élégant. Mais les compagnies qui font cette pierre-là, des tablettes de fenêtre, ils les vendent par 28 pouces à peu près, de cet ordre-là. Par petit bout de 28 pouces, il y a des joints, il y a des joints. Fait que c'est sûr que c'est pas ce qu'on préconise. Moi, ce que je voulais, j'aurais aimé mieux vous entendre sur les goulots d'étanglement qu'on a ici, là, de part et d'autre de ça. Alors, imaginez qu'avec le grand toit que j'ai là, imaginez l'eau qui s'en vient là. Passe. Là, toute l'eau du toit de métal s'en vient ici. Après ça s'en vient là, ça s'en vient là-dedans. Ça. Bref, c'est sûr qu'on va déborder, là. Sûr et ça. Bon, l'autre affaire, il y a de la réglementation municipale qui existe sur beaucoup de revêtements extérieurs. Quand on a dit un maximum de 3 matériaux de revêtement extérieur est autorisé sur l'ensemble des murs extérieurs du bâtiment. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Dans le doute, allez à la municipalité. Là, les élections sont passées. Hein? Les sont pas. Alors, non, mais blague à part, vous saviez les réponses qu'on a eues dans certains dossiers, là? Wow! On attend le nouveau conseil. Ben oui, mais donc, entre-temps, mon client, je pense qu'il aimerait ça faire de quoi. Les matériaux comme le béton ou la pierre des fondations. Une fondation en pierre. Les matériaux comme le béton ou la pierre des fondations, le bois, le métal et le verre des portes et des fenêtres, les éléments décoratifs extérieurs ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des matériaux de revêtement extérieur. Alors, ça veut dire que c'est au-dessus de ça qu'on a à parler de revêtement. Je ne couvre pas tous les cas de figure ici au niveau de la réglementation municipale. C'est assez varié, c'est assez rock'n'roll. Puis c'est franchement, des fois, épouvantablement déstabilisant, tellement il y a des règlements qui n'ont ni queue ni tête. Mais dans le bled où vous êtes, prenez le temps de vérifier au moins la réglementation municipale. Puis s'il faut, bon, les matériaux prohibés à cette heure, plusieurs matériaux de revêtement extérieur sont prohibés, parmi le bois non plané. Alors, on a fait des projets d'architecture avec du bois non plané. Ça me met en valeur, c'est beau à mort. Je me mets à la place des urbanistes, parce que c'est beaucoup les urbanistes qui préparent la réglementation municipale. Je me mets à leur place pour avoir donné des conférences aux urbanistes plus qu'une fois, que vous avez qu'il y a une compréhension au niveau du bâtiment, des fois, limitée. Le bois non plané, la planche de clin, les bardeaux, les panneaux. Les panneaux particules, les panneaux d'agglomérés et contreplaqués, ça, je pense que c'est une bonne idée que ce soit prohibé, parce que même si vous voulez anoblir des matériaux communs, c'était ça qui était l'argument à l'époque, ça se vieillit vraiment. Ça, c'est pour la ville de Montréal. Et puis la brique ou la pierre vissée à un mur et non liée par un mortier, on a vu plusieurs fois que ça, vous en avez vu beaucoup. Mais ça vaut la peine de vérifier avant. Soyez attentifs à ça. Ici, je vous montre un petit abri de filtreur à piscine. Puis là, je vous le montre juste pour que vous voyez dans le bas du mur les verrans d'ardeau qui sont mouillés. Je n'ai pas un grand toit, là. Un petit toit de rien. Puis c'est pas la fin du monde, c'est un abri à filtreur. Mais imaginez-vous, il va me parler du bac d'eau. Bon. Ici, j'ai pris beaucoup de marche parce que en période électorale, j'ai aidé mon frère à distribuer des dépliants pour sa candidature à la mairie. Puis il a été élu à la mairie de Victoriaville. Je suis très content, très fier de lui. C'est une bien bonne job. Mais moi, ça me permettait de voir des quartiers que je n'avais pas vus depuis longtemps. Vous reconnaissez la petite maison, la shade de la petite maison, les revêtements qui ont été faits avec les joints à double moulure, comment on a travaillé le coin. Sur le côté, avec les hautes fenêtres de sous-sol, on a du côté sud, ce qui est pas mal. C'est pas ma préférence, c'est peut-être un peu... pas un gars d'un Yagri est... Vous avez tout à fait raison.
En tout cas, vous êtes un peu loin, mais vous voyez clair. Parce que la galerie n'est pas faite. Il n'y avait pas de niveau, là. Non, après ça. Après ça, on a le même problème de toit qui penche le long d'un mur. Là, il penche moins, mais c'est sûr qu'il y a quoi à faire là. Alors, je suis en train. Il n'y a pas de margelle non plus, c'est fenêtres. Ces fenêtres de côté sont bien proches de la cour. Vous avez raison. Et après, j'ai dit, monde, tout est clair, parle-moi de ça, toi. Celle-là, Mid-century. oui, Mid-Century, je vous la montre parce que c'est pas ici, c'est pas proche, là, mais elle est très efficace. Les murs, que les murs soient en briques, en bois, en n'importe quoi, vous pouvez imaginer un mur qui a du tonus, qui met son matériau en valeur, avec le petit toit par-dessus, la façon que les fenêtres sont placées. L'entrée de cour est pas en harmonie avec l'entrée piétonne, mais quand même. Ça a pour des sommes, c'est un quartier ouvrier, ça, à Gainesville. Ici, là, on a un autre, c'est pas un quartier ouvrier. Là, ici, on est à Shefford, je ne me trompe pas trop. Ça, c'est Shefford, là, c'est une colline là, dans les cantons de l'Est. Ils sont assez beaux. Ouais, en passe de Vaumont. Ouais, C'est de Mont Shepherd. ouais, le Mont Shefford. Et puis là, ici, on a une maison facture contemporaine, c'est certain. Puis le monsieur, il voulait mettre un peu de punch. Alors, Mais du gris. non, ça, c'est avant, ça. OK. Oh, ouais, hein? OK. Alors, on voit le côté de la maison qui est plutôt crème, un côté qui est plutôt gris, et l'entre-deux devient quoi? Hein? Alors, on a un mélange des deux qui s'harmonise, qui marque l'entrée, évidemment. Ça, c'est des revêtements en tuiles qui sont agrafés, qui ont leur chambre d'air en arrière aussi. Moi, je parlais avec Stéphane des sabliers que je voyais là-dedans. Et puis, qui lui voyait pas, mais ben, c'est pas grave. Mais on mélange les deux couleurs. Puis ce genre de matériau-là, évidemment, peut laisser place à l'imagination. Le choix de couleurs, il est, à mon goût, à moi, extrêmement intéressant. En tout cas, qui en tout cas, ça, là, ici, on est tutoir. Vous l'avez deviné, j'imagine. Hein? Pourquoi? D'où vient le nom tutoir? C'était comme ça au départ? Je me rappelle pas. À la blague, il avait raison, ça. C'est qu'il avait accompagné été créé en 2004 par Fabulantier Pouvard. Et il y avait un associé qui s'appelait Roger Richard. Et, Voilà. Enregistré où? Roger Arbofi. C'était ça le signe test. Toi, OK, c'est bon. Maintenant, on l'a modifié en disant, bon, ben, c'est plus, on l'a mis sur une base plus environnementale. On s'est dit, ça va être recycler, réduire et récupérer. On se fait un petit peu plus. Ah oui, mais c'est plus au goût du jour. Au goût du jour. Merci, Stéphane. Alors ici, juste vous faire remarquer, il y a un petit détail que je vous amène comme ça. C'est un hideux revêtement en acrylique. Et puis la moulure dépasse trop en bas, ce qui fait que la goutte en bas qui est trop horizontale crée l'effet tablette. Puis vous voyez la moisissure qui s'installe. Pas fait pour notre climat, ça. L'acrylique comme ça, là, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment pas fait pour notre climat. là. C'est Ouais. bon en Californie, là, mais. Non, ça, c'est. Même en Californie, je pense qu'ils vont faire plus des enduits à la chaux que de l'acrylique. Ici, ben, j'ai pris ça en passant parce que j'ai marché beaucoup. C'est une rénovation d'un édifice qui appartient à l'OMH. Puis encore une fois, qu'est-ce qu'on remplace? C'est tout ce qui n'est pas de la brique. C'est pour ça que je vous invite, je ne vous dis pas d'aimer la brique uniquement, mais ce que je vous dis, c'est que si vous mettez de la brique, il y a plus de chances que ça reste en bon état longtemps pour les parties de briques. Je suis plus porté à parler de la brique appuyée sur une fondation et non pas de la brique accrochée sur des cornières d'acier au 12e étage. Là. Parce que pour votre information, de la brique, on peut la monter jusqu'à 11 mètres de haut.
Après ça, il faut avoir des cornières pour l'accrocher sur des cornières. Sur la rive sud, j'ai eu affaire dans une copropriété qui avait 9 étages, si ma mémoire est bonne. Et puis là, on était là pour les stationnements qui étaient en train de s'effoirer. Et puis, on a un petit meeting avec les gens du syndicat de copropriété. Là, ben, j'ai dit, il y avait un ingénieur en structure qui était là pour les dalles de stationnement. Et là, j'ai dit, il faudrait regarder en même temps la brique à l'extérieur parce qu'il y a, elle monte 8 étages de haut, puis il n'y a pas de cornière, ce qui est vraiment plus que 11 mètres, là. Ça n'a pas de bon sens. L'ingénieur m'a regardé un petit peu de haut. Avec qui on parlait d'ingénierie tantôt. Il m'a regardé un petit peu de haut. On dit, ben, je pourrais ça se peut pas. 8 étages, pas de cornière. Ben, j'ai dit, on regardera ça en sortant. Si je me suis trompé, je vais faire amende honorable, je vous jure. On sort dehors avec les gens du syndicat de copropriété. L'ingénieur de regarder attentivement. Voulez-vous des jumelles? Non, il n'y avait pas de cornière. On aurait vu par les lignes qu'il y avait des cornières. Et le représentant du syndicat de propriété, êtes-vous en train de me dire, M. Bourassa, que c'est pour ça qu'un mur de briques s'est fait fondrer il y a quelques années? Chut, rien que ça. C'était un autre mur, c'était pas celui-là, c'était un autre mur sur le bâtiment. Une torpinouche de chance qu'il y a de personnes. Alors, ici, bon, un petit bungalow en passant. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que la pauvre petite brique qui est collée, qui est là, ben, elle ne tourne pas le coin. En plus de ne pas tourner le coin, elle flush au revêtement, ce qui fait qu'on aurait mis un papier imitation de pierre, ça aurait quasiment peut-être pareil. Ce matin, le conférencier qui était ici il parlait des balcons, puis des balcons de béton. Qui était là ce matin? Bon, vous étiez là. Il parlait des balcons de béton. En passant, la SCHL, depuis de nombreuses années, dit ne faites pas de chambre froide en dessous des balcons de béton. Ce sont des nids à moisissure assurés, d'une part. D'autre part, quand on a des balcons, c'est pas toujours comme ça, mais de plus en plus, quand on fait des balcons par rapport au revêtement extérieur, et j'ai quand même pas perdu mon sujet, hein, c'est de ça qu'on parle, des revêtements extérieurs. On va chercher, on va accrocher les balcons avec des spacers, si vous voulez, de sorte que le revêtement en arrière du balcon, il est continu. Il n'est pas interrompu par le revêtement qui est la chambre d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a de l'aluminium. C'est assez remarquable. Et en plus, pas très haut, fait que je suis capable de venir le pointer. Vous voyez la pièce d'aluminium ici, qui est complètement dépeinturée. Est-ce que c'est parce que l'aluminium a rouillé, pensez? Mais non. Mais non, l'aluminium n'a pas rouillé. Mais à l'humidité, avec le béton, elle fait une réaction électrolytique qui crée ce genre d'affaires-là. Amusez-vous, la prochaine fois que vous irez magasiner, là, ça va coûter moins cher. Regardez les bas de vitrine puis les bas de porte, là, au lieu de plus magasiner. Vous allez voir souvent que l'entrée d'aluminium est complètement farinée parce que dans ces endroits-là, on met du sel. Sel, béton, puis aluminium, c'est la combinaison parfaite pour faire ça. C'est fun, hein? Puis ici, c'est un petit bâtiment au parc Victorin à Kings Farm, au G5. Je vous invite à aller voir ça, c'est assez chouette. Mais le bâtiment date peut-être d'une trentaine d'années. Mais regardez, on dirait qu'on a mis des largeurs de canifsel en panneaux trop grandes, et puis ça et puis ça marche pas. Il faut respecter aussi la composante du matériau. Ben, c'est laid. Alessandre, mais on dit perfectible. Moi, j'ai ça, tu ça. Fait que ça, on va pas en ville par chez lui. J'en avais une autre anecdote que je te conterai privément avec les mots qui s'en vont à double sens. Je vais pas y aller. Non. On amène notre voisin goûter du vin à quelque part. Je dirais pas où, là. Notre voisin qui est un bon Français, qui connaissait le vin plus que nous autres. Puis, à la dégustation du vin, il y avait une petite réaction. Oh, vraiment? Il est unique. Il est unique. Là, pour ma femme puis moi, unique, ça doit dire la même chose. Alors, quand on dit le bon matériau au bon endroit, ben, regardez ici, on est où? Non, en tout cas, c'est un restaurant. Puis les pierres sont accrochées, mais ça fait d'une lourdeur incroyable, là.
Ça prend un crochet céleste pour tenir ça, là. Ça tient, parce que c'est là depuis plusieurs années, ça tient. Est-ce que ça a l'air balancé pour ça? On avait un prof de structure qui nous disait, je peux prendre de la Crazy Glue et coller mon crayon là. Il va tenir. Mais est-ce que ça a l'air stable pour autant? Alors, dans les revêtements extérieurs, évitez ça. Si vous voulez mettre la pierre, essayez de la faire reposer. Dans X conférences que j'ai données, j'ai tout. Parce qu'on est allé en Suisse à un moment donné dans une mission technique sur l'efficacité énergétique et qui, dans les bâtiments qu'on voyait à l'époque à l'intérieur, je me rappelle des bureaux super écologiques, il y avait un mur végétal, puis il nous disait, par pitié, faites pas ça, un mur végétal, ça ne marche pas à l'intérieur. Ça ne marche pas, c'est d'entretien, c'est compliqué à mort. Depuis ce temps-là, j'arrêtais pas d'en voir des murs végétaux à l'intérieur. Et 3 sur 4, ils étaient en plastique. Pas grave. Mais là, non, sérieux. Puis je parle de bâtiments, de concessionnaires d'auto, de bâtiments institutionnels, l'horreur absolue, des ramasses poussières innommables. Et puis là, en plus, on lit des articles là, de designers, puis qui nous parlent de biophilie à tour de bras, puis des motifs végétaux, puis mais il manque juste l'obstacle de Keanu. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous donner une permis, peut-être ça? Mais celui-là, je voulais vous le montrer. On est au parc Merveille-Torin, le même bâtiment catastrophe de tantôt, qui n'est pas beau, là, on s'entend. Mais le mur végétal, il y a de la gueule, il marche. Et puis, bon, on voit qu'il a manqué d'entretien sur le bois en haut, là, il y a de la peinture à refaire, mais ce mur végétal-là, c'est le plus spectaculaire que j'ai vu, je pense, de toute ma vie. Pourquoi je vous ai mis Aosta sur la diapo? On est dans un revêtement extérieur. Hein? Je me suis dit, moi, le Aosta, là, il va me faire penser de dire que le long d'un revêtement putrécide, on ne plante pas des végétaux qui poussent, puis comme manière, pour le top. Des Aosta qui retombent à terre, des énérocailles qui retombent à terre, toutes sortes d'affaires J'ai fait ce boss. qui ne restent pas. Puis si vous voulez absolument planter des fusains qui sont rouges spectaculaires à l'automne, c'est magnifique, là. Des fusains compacta ou des fusains ailés ordinaires, bien, le fusain, là, moi, je pensais qu'il avait près là, puis rendu là, puis il pousse encore. Mais détachez-les du bâtiment pour que vous soyez capable de le tailler tout le tour. Je ne vous empêche pas d'en planter, mais essayez de planter un cèdre, ce que j'ai fait, là. Tu sais, le cèdre qui nous arrive de l'école ou à peu près gros de même, là. Je plante ça au bout de la galerie. La galerie devient verte, là, c'est épouvantable. Alors, il n'y a plus de cèdre. Alors, le mur végétal, regardez comme il est beau de proche aussi. Ici, ben, c'est juste pour illustrer, parce que là, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, là, des multilogements, ils sont bâtis par 100 ans. On manque de logement, ça paraît. Allez. C'est un bâtiment qui ne paye pas de mine particulièrement, mais quand même, on voit que la charpente en bois, ça c'est une charpente en bois sur un socle en béton parce qu'il y a des stationnements souterrains. Et puis on voit que la charpente en bois, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, elle va fouler. Alors, il y a des chances que la tablette au-dessus du revêtement en noir s'inverse. Des tablettes inversées, je peux vous dire, j'en ai. Ici, on est encore dans les critères d'architecture qui sont encore enseignés. La continuité du matériau dedans vers dehors. Ça c'est un bâtiment plus institutionnel, mais c'est encore très, très, très populaire dans l'île moderne, mais ailleurs aussi. C'est correct avec un matériau de ce type-là qui est inerte. Mais si vous mettez du bois, qui en dedans va être beau, pur et virginal, puis à l'extérieur, il va être grisonnant, puis dégoulinant, puis dégueulasse, vous n'aurez pas la continuité que vous voulez, en tout cas, dans l'effet du bois. Bonjour, le pont thermique, hein? Non, c'est contrôlé. Ah ouais. Je te rassure, Oui. quand on fait ça, à l'endroit où il y a la porte, il y a une interruption du revêtement, et ça. OK. Ça, c'est une facile. Tant mieux, parce que sinon, c'était... Non, sinon, ça serait effrayant. Mais j'ai ça chez nous, un pont thermique comme ça. Puis ça, c'est gérant. Les cordonniers, hein? Attends. À mon OK, ici, c'était juste pour vous montrer que dans les revêtements extérieurs, que si jamais vous décidez de faire un soffit en bois, ça se fait. C'est pas le soffit en bois qui va être le plus magané rapidement. Il y a une ventilation, mais si vous voulez avoir un effet d'architecture avec ça, ça se fait. C'est pas un projet que j'ai fait, là.
mais c'est pas marqué qui l'a fait non plus. Il y a des petits encadrés quand même délicats, un cartouche entre les deux fenêtres, ça fait le travail. Ah, un autre détail que je veux vous faire remarquer, la petite fenêtre, qui n'est pas si petite, là, qui fait à peu près 32 pouces par 32 pouces, 32 pouces et quart par 32 pouces et quart, les petites fenêtres comme ça, qu'on a souvent au-dessus de l'évier d'un bungalow, là. Comment de fois que ça m'est arrivé de dire, premièrement, on descend la fenêtre au comptoir. Deuxièmement, une petite fenêtre comme ça, j'ai pas besoin de la diviser. Puis très souvent, les gens vont acheter une tête de ce grandeur-là, divisée en deux. Fait qu'il y a, j'exagère à peine, il y a 4 pouces de PVC dans le milieu qui enlève la luminosité, qui coûte plus cher. Ça n'a que des avantages. Et pourtant, on voit ça très souvent. Vous voyez encore le soffit ici. Ça c'est la maison du bâtiment dans son ensemble. La photo est sombre, vous m'en excusez, mais il y a un raccoin là, que j'aimerais mieux pas déneiger personnellement. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend pour une prochaine conférence? Il est demi. En tout cas, ça n'a pas cogné à la porte en hasard. Prochain. Oui. Ah, c'est vous qui passez après? Vers quelle heure vous êtes prévu? Oh, ben, j'aime ça demain. OK, on va faire ça demain. Espérons pas 4 heures. Non, non. Je ne connais pas ça. C'est pas mon genre. Ici, les fascias sont pas recouverts. Vous voyez comment ils sont. Ça s'abîme très, très vite, les fascias. Pourquoi je vous montre cette belle photo? Hormis de vous dire qu'il y avait du papier brique, il y avait de la planche verticale, il y avait. On peut les décliner rapidement, là. Il est dur de pas jouer sur le caméra. On avait de la planche verticale, on avait du bardeau de cèdre, après ça, on avait du papier brique, on avait un revêtement de sucre, après ça, la barre de vinyle. Dans un des sites Internet, ça, c'est ma maison du monsieur qui voulait contrôler son voisinage. Et puis là, on a refait une fondation de Jack et ça. Pas de bon sens. Mais pourquoi j'en parle, c'est parce que sur les internets, c'était marqué que le revêtement de vinyle, ça se peindra. Et puis cette maison-là est en vinyle peinte depuis nombre d'années. Puis le bleu ne veut absolument pas partir. Alors, ça, je vous montre ça parce que dans vos revêtements extérieurs, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous coller, le rétroéclairage sous main courante, c'est particulièrement chic. Ici, on a vu la pierre accrochée tantôt. Ici, on a de la brique accrochée au niveau de l'entrée. Perso, j'aurais pas eu ça. Alors, quand je vous dis que le revêtement, il concourt à l'architecture du bâtiment, dans ce cas-là, à mon avis, il donne un sentiment de lourdeur et d'instabilité. C'est pas... faites pas ça. Je vous le suggère en tout cas. Il faut bien ce que vous en voudrez. Ici, dans les règlements municipaux que j'ai lus, avant de m'adresser à vous, ben, il y en a un qui s'était marqué que les sorties d'air et les prises d'air devaient être peintes de la même couleur que le revêtement. Et je trouvais ça un peu exagéré. J'ai vu ce photo-là, je dis, what? Je pense qu'il avait raison, finalement. C'était pas nécessaire à fonder avec ça de ces points blancs-là. Non. Bon. Observez la petit dénivelé là, de la lège d'aluminium qui est là. C'est juste une petite coche de rien. Parce qu'on la voit pas bien, mais c'est la lège d'aluminium. C'est juste ça. Là. C'est pas l'autre au-dessus. C'est une petite coche de rien. On voit déjà les traces dans la maçonnerie que, je sais pas, en tout cas, moi, sur l'ordi, ça sort vite. Ici, on a un autre revêtement. C'est du revêtement de bois. Puis c'était fait dans une rénovation de maison avec la tablette de fenêtre qui doit être enduite de silicone clair pour l'imperméabiliser avec la brique foncée. Puis dans ce cas-là, il n'y a pas d'encadrement de fenêtre parce que ce bois-là, qui est un pouce écart, il fait en soi la job. Les scellants, quand je vous dis tantôt, les scellants qu'on met qui sont de la même couleur, ben c'est pas long qu'ils viennent gris foncé comme ça, c'est pas bien beau. Après ça, c'est une fenêtre topée au comptoir.
C'est vraiment sharp, c'est vraiment le fun. Le coin de bois, le coin robuste, on dit, faut pas faire des coins de bois à 45, mais dans ce bois-là, qui est un bois de magog, comment il s'appelle? Au secours. Ben, Silex. Silex. Sidex. Sidex, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est un bois d'un pouce écart. Ils ont une déclinaison dans leur bois. Vous choisissez l'essence, le fini, l'épaisseur, etc. Puis, le coin, il m'avait dit, j'ai fait mettre une lame de métal pareil dans le coin pour être sûr, mais ça n'a pas ouvert d'un poil. Mais c'est pas du bois bon marché, ça, je peux vous le dire. Ici, on a quoi? On a un ajout d'étage. Tu reconnais, c'est pas vous autres, ça, Prince? En tout cas, c'est le genre, c'est un ajout d'étage avec des matériaux légers sur un bâtiment plus patrimonial. Et puis, on l'a plus proche ici. Alors, ce que j'aime beaucoup de ces revêtements-là, c'est qu'il n'y a pas de scellants, il n'y a pas de nécessité de mettre des scellants parce qu'ils sont bien agrafés et ça fait le travail. Ici, on a une architecture plus ancienne, mais voyez, pour faire monter le lierre à un treillis qui distance le lierre du bâtiment. Alors, quelques remarques en vrac avant que... Ah oui, le secteur est poussiéreux. Et votre voie passante, je vous laisse, je vais vite parce que je veux vous montrer. Ici, on a encore du bardeau de sève qui a été utilisé dans d'autres environnements. Puis là, ce que je veux vous montrer, bon, les sites consultés, la brique texturée. Ici, je vous montre une maison qui a beau être en brique, elle avait besoin d'amour. Après ça, ben, un court quinqué, fenêtre changée, galerie. Ça, c'est quand même présentable. Le lierre, j'ai mis l'échelle avec pour faire penser que lâchez pas l'ours le lierre dans votre corniche en bois parce que c'est dur à arracher, ça peut bien des manteaux. Donc, dans les murs, la plante dans les murs, dans les briques, est-ce que c'est beau ou pas? Contrôler. Ce qui fait que contrôler, ça veut dire qu'on la taille pour pas qu'elle soit trop lourde, trop épaisse. Et puis, ce que je fais maintenant, je vous dis, là, quand c'est monté trop haut, je ne monte plus toujours dans l'échelle. Je tire dessus, puis je les rabats plus bas. Puis ça pousse assez vite. Ouais. Ici, ben, vous montrez que même si c'est un mur en briques, vous montrez qu'on a un allège qui a été refait en pierre avec des échancrures pour pas que l'eau s'en aille où on ne veut pas. Et puis, chose surprenante, on a des corniches en bois qui nous posaient aucun problème. Là, il était dû d'être... Mais ce qu'on a observé depuis 2 ans, c'est que les souris montent sur le mur extérieur puis grugent la corniche en bois. Ça, là, je ne l'avais pas prévu, je peux vous le dire. Alors, on ne veut pas ça. À Sherbrooke, j'ai eu un propriétaire de maison qui son Gyproc a défoncé à cause de l'urine des souris dans l'entretoit. C'est pas pire, hein? Alors là, ben, on va faire autre chose avec ça. Ce que je veux vous montrer, là, c'est la galerie de la maison, de la dite maison. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que contrairement à ce que des gens peuvent dire des fois, quand le bois est bien fait, ça fait 35 ans que c'est fait. Fait que les planches de galerie ont 35 ans. Les colonnes, j'ai fait faire ça plus récemment, mais avec un petit fruit. Le plafond, il est en vinyle qui va avec ça, mais c'est tout du bois, ça. Et puis, c'est pas... ça fait 35 ans de ça. Alors, ici, on a encore du bardeau. Ah, mais non, tu n'es pas parti. Alors, ici, là, dans le petit pavillon qu'on a à droite, ben, regardez la déclinaison du vertical, de l'horizontal, les petites tablettes. Ça, je suis très content de ça. Et puis, c'est tout. Et puis, merci beaucoup d'avoir été là. Ça nous a tellement plaisir à vous. On va passer.